Mes chers collègues, nous lançons aujourd'hui l'étude de la délégation sénatoriale aux Outre-mer sur la lutte contre la vie chère que nous avons mis au programme de nos activités pour la saison parlementaire 2024-2025. La vie chère est l'une des principales causes des explosions sociales dans les Outre-mer, et ceci de manière récurrente. Les récents événements en Martinique en sont l'illustration. Le fait que l'accord signé le 16 octobre dernier ne soit pas parvenu à ramener complètement le calme nous incite à nous interroger encore davantage sur la nécessité d'une réponse structurelle à ce problème, alors que nos territoires connaissent parallèlement, faut-il le rappeler, les plus forts taux de pauvreté de notre pays. Pour notre première audition, nous avons convié M. Christophe Girardier, auteur de plusieurs rapports sur le marché de la distribution de détail, afin de nous aider à mieux identifier les facteurs de la vie chère sur les produits du quotidien dans nos Outre-mer. Nous vous remercions vivement, M. Girardier, pour votre disponibilité pour dresser le panorama général de cette problématique cruciale. Vous avez réalisé plusieurs études sur ce sujet, notamment pour l'Observatoire des prix, des revenus et des marges de La Réunion. Vous avez également été auditionné en 2023 par la commission d'enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales de l'Assemblée nationale et par la délégation aux Outre-mer du Conseil économique, social et environnemental, lesquels ont formulé des pistes intéressantes sur le coût de la vie dans les Outre-mer que nous pourrions approfondir. Nous souhaitons en effet nous appuyer sur les travaux et les propositions déjà disponibles afin d'avancer de manière assez rapide et pouvoir répondre aux inquiétudes légitimes de nos concitoyens, mais dans une optique plus opérationnelle. Pour cette audition, nous vous avons adressé un questionnaire sur lequel vous pourrez vous appuyer pour votre exposé liminaire. Puis je donnerai la parole aux rapporteurs, à nos collègues qui vous adresseront leurs questions. Je précise, compte tenu du contexte d'études d'évaluation du budget, nous avons d'autres auditions et certains collègues sont mobilisés. Donc malheureusement, ils n'ont pu être présents ce matin. Donc, je vous précise que nous avons désigné 3 binômes de rapporteurs composés d'hexagonaux et d'ultramarins, selon le principe de parité qui régit depuis l'origine notre délégation. Donc, M. Dominique Théophile, ici présent, RDPI Guadeloupe, et Evelyne Perrault, Union centriste de l'Aube, vont se pencher particulièrement sur tout ce qui concerne le coût des pièces automobiles et tout ce qui concerne et les activités annexes, assurances, entre autres. Madame Jocelyne Guidez de l'Union centriste, sénatrice de l'Essonne, et Teva Roufritch, RDPI, sénateur de Polynésie, se concentreront sur tout ce qui est aussi fret maritime, aérien et aussi une partie assurantielle. Et enfin, Viviane Artigalas, groupe socialiste des Hautes-Pyrénées, et moi-même, les Républicains de Saint-Barthélemy, nous concentrerons sur les produits du quotidien. Donc, je vous laisse la parole. Voilà, c'est ça, parfait. Merci. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, je vous remercie en tout cas de vous intéresser à mes travaux. Et évidemment, je suis très heureux de pouvoir partager mes réflexions sur l'outre-mer. Alors, je précise que je ne suis pas un compatriote ultramarin, mais à travers mes études, j'ai eu la chance de connaître certains territoires d'outre-mer, et j'ai appris à les connaître et à les aimer d'ailleurs. Et je m'y suis rendu souvent, en particulier dans 2 d'entre eux, La Réunion et Mayotte. Je ne me suis pas rendu en Martinique, hélas, mais j'ai beaucoup étudié la situation, donc je pourrais... vous m'avez posé 2 questions sur ce sujet, je m'efforcerai de répondre parce que j'ai suivi de très près les négociations, notamment sur ce qui s'est passé dans les mouvements en Martinique, qui malheureusement ne m'ont pas beaucoup surpris. Alors, je suis d'autant plus heureux d'être devant vous, et sans flagornerie, je connais le sérieux
et la sérénité du Sénat, y compris dans ses études, ses enquêtes. Alors je sais que ce n'est pas une commission d'enquête, c'est la délégation aux Outre-mer, mais je suis très heureux de vous partager, non pas des convictions, mais des observations qui, hélas, on va dire, alimentent mes rapports. J'en ai fait 5 dans l'Outre-mer, hein, ou 6 même. Et je dois vous dire, et encore une fois sans provocation, qu'il m'arrive de penser que des décisions importantes doivent être prises. Et hélas, le nouveau conflit à la Martinique illustre une situation de tension avec pas simplement une perception de nos compatriotes ultramarins c'est même pas un sentiment de vie chère, c'est une réalité. Hein. Et je pense qu'il est plus que jamais les législateurs que vous êtes doivent intervenir quand des situations économiques que je crois connaître un peu se détériorent à ce point avec des excès. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Je pense que la représentation nationale et les législateurs doivent légiférer. Alors, j'aurai l'occasion, si vous me l'autorisez, de vous partager les recommandations que j'ai faites, qui datent déjà depuis 2 ans, qui me semblent de nature à apporter vraiment ou créer les conditions pour non pas mettre un terme à la vie chère, mais au moins faire en sorte que, parce qu'il n'y a pas de facilité au sein des départements d'outre-mer, mais pour faire en sorte que le niveau de vie soit comparable dans les outre-mer, malgré l'insularité, malgré l'éloignement, avec ce qui se passe en métropole. Alors, comme vous m'avez accordé la parole et que j'ai peu de temps pour cette déclaration, je répondrai à toutes vos questions, et merci de m'avoir partagé vos questions que j'ai regardées avec attention, hein, et je m'efforcerai d'y répondre au mieux. Mais d'abord, je voudrais tout de suite commencer cette intervention en vous invitant à ne pas rester sur ce sujet de la vie chère, sur ce que j'appellerais l'écume des vagues. Et malheureusement, vous n'êtes pas aidés par différents acteurs que je ne citerai pas, qui souvent vous envoient dans une voie qui me paraît secondaire ou de garage. Et je voudrais tout de suite commencer par cela, parce que pour moi, c'est une vérité scientifique et pas une conviction. Non, la vie chère ne s'explique pas par l'insularité ou par le simple fait que ces départements sont éloignés, ce qu'on appelle les frais d'approche. Alors je ne dis pas que ces frais d'approche et cette insularité, cet éloignement ne contribuent pas à la vie chère, mais il y contribue, ce phénomène, de façon très secondaire. Mes rapports montrent que si on prend un produit à 10 €, n'est-ce pas, eh bien, il faut considérer que 5 à 7% de ce produit peut s'expliquer, peut se justifier par l'éloignement. Seulement. Et alors, ce qui est terrible, et je dois vous dire que le dernier rapport que j'ai fait, l'étude que l'INSEE a publiée il y a maintenant à peu près 10 mois, qui est terrible pour nos compatriotes ultramarins, qui est cette étude très bien faite d'ailleurs par l'INSEE, qui compare le panier des produits en Outre-mer et en métropole. Et vous le savez, il y a un chiffre qui n'a pas été suffisamment évoqué, mais je vais vous donner le premier chiffre que tout le monde connaît. Si on regarde le différentiel du panier moyen des courses alimentaires, enfin des courses généralistes, de nos compatriotes ultramarins, si je prends la Réunion par exemple, ce différentiel est en moyenne, est de 37%. À la Martinique, il est de 40%. À la Guadeloupe, de 42%. Et c'est une moyenne. Hein. Vous savez, quand je fais des interventions dans les écoles, je rappelle que la moyenne, hein, c'est important, mais c'est trompeur. Vous savez, quand vous avez la tête dans un four et les pieds dans le bac à glace, en moyenne, vous êtes bien. Donc, quand vous avez 40% en moyenne, ça veut dire que vous avez des extrêmes énormes. Avec ce sentiment, et d'ailleurs, quand vous dites à beaucoup de Réunionnais ou de Martiniquais 40%, ils disent « mais non, c'est beaucoup plus ». Ben oui, c'est la moyenne. Mais ce qu'on vous a peu commenté, et que je regardais par respect pour vous et pour préparer cela, l'INSEE rapporte que ces études, qu'on appelle l'étude spatiale, de comparaison des prix, métropole outre-mer, est faite à peu près tous les 5 ans. Et si on compare ce différentiel en 2015, l'étude dont je viens de vous parler date de 2022, à La Réunion, cet écart n'était que de moins de 30%.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un phénomène pour les sénatrices ou sénateurs de La Réunion. À La Réunion, cet écart a augmenté de 30%. Alors même qu'à la Martinique, il est déjà très élevé, mais il est resté, l'augmentation est de l'ordre de 5%. C'est quand même important. Et entre-temps, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça, entre-temps, à La Réunion, il s'est passé juste un petit détail. Un groupe déjà dominant dans beaucoup d'outre-mer, le groupe GBH, a pris le contrôle de numéro 1 de la distribution, passant sa part de marché dans la distribution alimentaire, comme par hasard, de 17% à 37%. Vous voyez? Donc, alors, il faut savoir raison garder. Vous savez, en économie, je fais beaucoup d'études, il faut être prudent. Mais pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein. En 5 ans, de 2015 à 2022, le différentiel de prix Métropole Réunion augmente de 30%, il passe à 37%. Et entre-temps, il y a une opération de concentration dans un marché qui était déjà très concentré. Donc, je vous rappelle ça. Hein. Et alors, si on veut aller encore plus loin, même s'il faut relativiser ça, l'INSEE fait une étude sur l'inflation. Et quand vous regardez, si je prends encore La Réunion, mais la Martinique est quasiment dans le même cas, l'inflation, je ne vais pas dire qu'elle est jugulée en métropole, mais enfin, elle s'est calmée. C'est malheureusement pas le cas en Outre-mer. À La Réunion, sur à peu près, je crois, 12 mois glissants, l'inflation est quasiment le double à La Réunion par rapport à la métropole. Vous voyez ? Bon. Alors, quand je vous dis tout ça, c'est simplement, et je ne vais pas aller plus loin parce qu'on aborderait ça dans la question, les vraies causes de la vie chère en Outre-mer, on va les trouver d'abord par ce que j'appellerais un modèle économique particulier à l'Outre-mer. Et je vais peut-être choquer, je vous prie de m'en excuser, j'ai peur de vous dire que l'économie de l'Outre-mer n'a pas renoncé à ce qu'on appelle le bon vieux système de l'économie de comptoir. Qu'est-ce que c'est que l'économie de comptoir? C'est le fait pour quelques acteurs, parfois un seul, de monopoliser une très grande partie des richesses qui arrivent du port. D'ailleurs, et sans aller trop loin sur ce sujet, ces causes sont même historiques. Je rappelais, et je parle sous le contrôle des sénatrices et sénateurs de l'Outre-mer qui connaissent ça beaucoup mieux que moi, mais la République a libéré les esclaves, leur a rendu leur liberté, mais pas le pouvoir économique, ni même la propriété de leurs terres. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la République a indemnisé les esclavagistes. Et c'est ce qu'on appelle les groupes béquets. Et ces groupes-là, parmi lesquels celui que j'ai cité tout à l'heure, font partie de ces entreprises qui ont bénéficié de ces subsides, qui datent de la fin de l'époque coloniale. Mais ce système qui a fait que finalement la fin de l'esclavage n'a pas ne s'est pas accompagnée d'une redistribution des richesses et du pouvoir économique, eh bien, ce sont des racines historiques. Donc, pour lancer le débat de cette audition, les causes, c'est d'abord le modèle économique qui, à mon sens, quand on le voit à La Réunion, à la Martinique, même en Guyane, de façon générale dans les Antilles, ce modèle économique, il est calqué sur le modèle métropolitain. Et ce modèle économique, il a des similitudes, et notamment dans le marché de la distribution alimentaire, mais il a un exercice économique exacerbé dans ces territoires. Et je veux préciser par là que ce modèle économique, et si on prend, puisqu'on parlait de l'inflation et du différentiel de prix sur les produits du quotidien de nos compatriotes ultramarins, le modèle de la distribution, la grande distribution, ce qu'on appelle les grandes surfaces, a été poussé à son paroxysme en Outre-mer. Savez-vous qu'en Outre-mer, on trouve les plus grandes surfaces commerciales européennes, vous voyez, dans ces territoires qui sont quand même petits et qui n'avaient pas vraiment cette tradition du gigantisme. Alors évidemment, quand vous avez un modèle
des grandes surfaces, il est par essence même concentrateur. Hein, quand vous autorisez, que vous soyez maire ou l'ouverture d'une surface de 15 000 mètres carrés, il est quand même difficile d'avoir quelqu'un qui va en ouvrir une autre de la même surface en face. Et donc, évidemment, vous créez, de fait, un pouvoir de marché local considérable. Donc, le modèle économique, première cause. Ce qui se déduit de cette cause, le niveau de concentration, et en particulier du marché de la distribution alimentaire, dans les Outre-mer. Quand je parle de concentration, à La Réunion, les 2/3 du marché de la distribution alimentaire, et méfiez-vous de ceux qui vous disent que les départements d'outre-mer, c'est des petits marchés. Le marché de la distribution alimentaire à La Réunion, c'est 2,7 milliards. Comme petit marché, je trouve ça raisonnable. Hein. 2,7 milliards. Eh bien, sur ce marché à La Réunion, 2 acteurs possèdent les 2/3 du marché de la distribution. Alors évidemment, quand vous avez une telle concentration, ça ne favorise pas ni les pratiques de vie, une pratique de niveau de prix raisonnable, ni, ce qu'on oublie souvent, la diversité de l'offre. Parce que dans ces territoires d'outre-mer, je pense qu'on doit à nos compatriotes des prix raisonnables, mais aussi la diversité. Et quand vous avez des concentrations aussi importantes, évidemment, ces deux réalités sont difficiles à atteindre, c'est-à-dire le pluralisme concurrentiel et la diversité. Et puis, le troisième cause qui est plus technique, puisque, Madame la Présidente, vous parliez de choses concrètes, c'est, et encore une fois, qui découle du modèle économique des grandes surfaces, c'est ce qu'on appelle la pratique des marges arrières, qui est lui aussi poussé à l'extrême en Outre-mer. La marge arrière, et j'y reviendrai, hein, j'imagine, parce que je vais finir mon introduction là-dessus, et d'ailleurs, souvent, les uns et les autres ne comprennent pas forcément bien ce que ça veut dire. Alors, les professionnels connaissent ça très bien, croyez-moi. Hein. Mais pour vous, pour résumer ça, la marge avant, c'est le fait pour un commerçant d'acheter un produit X euros et de le revendre X plus une marge, qui est tout à fait naturelle. C'est le principe du commerce. Ça, c'est la marge avant. La marge arrière, c'est le fait pour les distributeurs d'exiger de leurs fournisseurs des montants à payer au titre de la coopération commerciale, c'est joliment dit. C'est le fait, par exemple, pour un industriel qui va vouloir mettre en valeur ses produits dans les rayons d'un hypermarché, de payer pour ça. Ces hypermarchés deviennent des médias. Donc, si vos produits ne sont pas exposés, vous perdez du chiffre d'affaires. Et c'est les distributeurs qui ont la main là-dessus. Donc ça, c'est la coopération commerciale. La coopération commerciale, c'est aussi faire des opérations de promotion, par exemple. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, vous avez raison de le préciser, absolument. Et puis, il y a une deuxième marge arrière, qui est ce qu'on appelle les bonifications de fin d'année, qui est le fait pour un distributeur de facturer en fin d'année ou en cours d'année à son fournisseur une remise qui s'applique sur l'ensemble du chiffre d'affaires, c'est considérable, au titre de l'atteinte des objectifs fixés. Alors évidemment, quand vous êtes en situation dominante, vous atteignez toujours les objectifs. D'ailleurs, c'est vous-même qui les fixez, les objectifs. Alors, ces marges arrière, c'est pas rien. Pour vous donner une petite idée, ça peut aller de 5% du chiffre d'affaires annuel à 25%. J'ai même vu 28%. Donc, vous imaginez un grand industriel qui vendrait pour, je sais pas moi, 5 millions de yaourts dans l'année, qui va recevoir une facture du distributeur de 2 millions. Ou 1,5 million, vous voyez. Donc, ces marges arrière sont inflationnistes par essence parce qu'elles vont conduire le fournisseur, et notamment le fournisseur local, à essayer de s'en sortir en augmentant ses prix. Et on a une espèce d'effet inflationniste. Et tout ceci, et c'est ça, et je terminerai par ça, c'est ça qui est préoccupant, c'est que ces marges arrière, en général, n'apparaissent jamais dans les comptes d'exploitation des industriels, parce qu'elles vont partir dans d'autres sociétés. La logique voudrait que la marge arrière touchée en fin d'année soit réattribuée, au moins en partie, sur le ticket de caisse du consommateur. Mais c'est rarement le cas, voire même jamais. Et souvent, il est curieux de constater que les distributeurs disent « Oh, vous savez, nos marges ne sont pas énormes. » Ben oui, si on ne prend pas les marges arrière, effectivement, c'est raisonnable.
Et d'ailleurs, j'ai été très choqué que l'autorité de la concurrence sorte un rapport, il y a à peu près 3 ou 4 ans, je ne me souviens plus, dans lequel elle dit qu'elle n'a pas trouvé de marge particulièrement excessive. Et il n'y a pas un mot sur les marges arrière, pas un mot. Je l'ai d'ailleurs, j'ai réagi auprès de l'autorité de la concurrence en disant, c'est quand même... Moi, j'ai fait 3 rapports. C'est un peu comme si vous alliez à Paris en oubliant de remarquer la Tour Eiffel. Voilà, donc, concentration des, modèle économique, concentration des marchés, on va dire exercice abusif, enfin, on va dire excessif des marges arrière. Et j'en rajouterai un dernier point qui est important, qui est un facteur très important, qui est le facteur de la structuration conglomérale des groupes qu'on trouve en Outre-mer. En Outre-mer, vous n'avez pas simplement des acteurs présents dans la distribution. Si je prends le groupe que j'évoquais tout à l'heure, donc le groupe GBH, aux Antilles ou à La Réunion, le groupe GBH possède l'exercice de la marque Carrefour, mais il a aussi l'exercice de la marque Decathlon, de la marque Monsieur Bricolage. Il possède la carte de distribution exclusive de beaucoup de marques automobiles, mais également de marques de location de voitures, de vente de camions, de vente de pièces détachées. Il possède l'une des plus grandes usines de yaourts, et c'est la même chose. Ce groupe est présent dans la production. On appelle ça une structure conglomérale avec une présence en amont et en aval des marchés. Alors cette structure fait que vous avez le même acteur que vous allez trouver dans le magasin, dans la production, et voire même, ces groupes vont même concentrer, c'est ce qui s'est passé malheureusement à La Réunion, où ils sont en général les représentants de grands industriels internationaux, c'est ce qu'on appelle les contrats de distribution, qui sont gérés par des filiales, et ce sont les mêmes distributeurs qui possèdent ces filiales qui représentent les industriels, et vous imaginez le pouvoir de marché que ça leur donne, de pouvoir décider de l'importance qu'on va donner au linéaire de telle ou telle marque, qui est un facteur majeur pour le chiffre d'affaires des industriels, notamment des industriels locaux. Donc voilà, rester sur l'écume des vagues, ce serait simplement dire, bon, on va toucher à l'octroi de mer, j'y reviendrai, hein, on va toucher à la TVA et on va régler le problème. Je ne remets pas en cause la bonne volonté de la collectivité territoriale de Martinique, mais je suis consterné de voir que cet accord se fonde sur une analyse qui n'est pas la bonne. Et cet accord agit sur 2 marqueurs, l'octroi de mer et la TVA. D'ailleurs, je m'étonne que l'État signe un accord pareil avec les problèmes budgétaires auxquels vous êtes confrontés. Ces 2 mesures n'auront aucun impact, ou très marginal. Et c'est la raison pour laquelle probablement le collectif citoyen a refusé de le signer. Hélas, il avait quelques raisons de ne pas le signer. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci pour votre analyse. Donc, je tiens à rappeler 2 choses. C'est que les travaux que nous allons mener, justement, pour trouver des solutions de fond, parce que vous avez fait état d'une situation qui est quand même assez catastrophique en Martinique et pour laquelle il faut trouver des réponses à court terme, mais elles doivent aussi s'accompagner de réponses à plus long terme, puisque nous connaissons des crises cycliques. Et ce que je dénonce, c'est que l'État a tendance à régler par des mesures d'ordre financier pour gérer l'urgence, mais on ne va pas au fond des choses. Et c'est le but aussi de nos travaux, d'aller vraiment au fond des choses sur ce sujet. Alors, vous avez évoqué l'espace maritime, la distance par rapport à l'Hexagone, puisqu'il faut ajouter que 97,7% des produits qui alimentent le marché ultramarin arrivent de l'Hexagone, mais on n'a pas évoqué l'évolution des caractéristiques, l'évolution des normes et des contraintes liées à la pollution. Et vous avez une taxe qui a été mise en place sur justement le transport de marchandises à travers les océans, qui coûte relativement cher et qui pousse
les compagnies dans la CMA-CGM à revoir sa stratégie de verdissement, et particulièrement dans les Antilles actuellement, ce qui ne sera pas sans conséquence sur les tout petits territoires. Donc, peut-on aussi envisager l'approvisionnement dans l'environnement proche? Et pour le faire dans l'environnement proche, il faut aussi s'affranchir des normes européennes qui bloquent justement ces transactions au sein des bassins. Donc c'est aussi l'objet de notre étude sur la coopération régionale que nous avons débutée par le bassin océan Indien, et notamment que nous avons, dont le rapport a été remis le 17 septembre dernier, et qui va se poursuivre avec le bassin océan Atlantique. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole au rapporteur, donc Madame Artigalas. Merci Madame la Présidente, merci de votre présentation, mais de votre présence aussi. Moi j'avais quelques questions sur effectivement les différences entre les territoires ultramarins. Bon, vous avez donné quelques chiffres qui sont assez similaires, mais quand même un petit peu différents. Est-ce qu'il y a vraiment de vraies différences sur la vie chère, les produits? Est-ce que sur aussi les produits, est-ce que c'est des types de produits qui sont plus touchés par ces différences de prix? Et puis, à quoi est-ce que c'est dû aussi? Je voulais aussi avoir j'avais une question sur l'approvisionnement local, enfin pas régional mais local. On parle beaucoup, nous on a travaillé beaucoup sur aussi des questions d'autosuffisance à la Commission des affaires économiques, particulièrement sur l'agriculture pour la diversification des filières. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une des réponses au problème? Et la dernière chose, et c'est sur un petit peu, voilà, on est aussi en recherche de de réformes prioritaires. Enfin, prioritaires, bon, on voit, on a, mais Micheline l'a dit, sur du long terme, sur du plus long terme, des réformes structurelles qui permettraient effectivement de lutter contre cette vie chère dans les territoires ultramarins. Je vous remercie. Eh bien, écoutez... Ça fait, alors attendez, oui, voilà, ça fait beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre. Alors, y a-t-il des différences sensibles entre les territoires? Oui, oui. Par exemple, vous parliez de commerce plus local. Mayotte est particulier par rapport aux autres. Alors, malheureusement, Mayotte, on est dans tous les excès. Hein. Mais il y a, ce qui vous allez voir, n'est pas une bonne nouvelle, il y a le différentiel de prix est moins important à Mayotte parce qu'il y a... D'abord, vous savez que, enfin pour moi, j'ai l'audace de connaître un peu Mayotte. Mayotte, c'est l'Afrique, avec toute la noblesse de l'Afrique. Hein. C'est un territoire africain dans la République française. Et donc, les comportements alimentaires ne sont pas les mêmes. Et donc, curieusement, là, pour le coup, il y a quand même pas mal de denrées qui viennent de l'océan Indien. Le problème, c'est qu'elles sont de terrible qualité, impactent la santé de nos compatriotes mahorais. Hein. Et ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Il faut voir, par exemple, j'ai coutume de dire quelque chose qui n'est pas bon, vendu pas cher, c'est toujours trop cher. Vous voyez, l'une des denrées très importantes à Mayotte, c'est la sardine. Et les sardines sont importées et sont d'une qualité piètre. Allez manger une sardine que vous allez acheter pourtant chère, hein, mais qui est faite dans des conditions terribles. Donc, attention, oui, il est possible d'avoir d'exploiter beaucoup plus l'activité économique régionale, ça c'est évident. Mais alors c'est vrai que les normes imposées par l'Union européenne, puisque les départements d'honoraires sont des départements, donc c'est l'Europe, sont parfois des freins, mais sont parfois aussi des garanties, notamment dans l'alimentaire. Attention à ça. Donc il faut trouver le juste milieu. Hein. Il faut, parce que par exemple, quand on est à Mayotte, on a Madagascar en face, hein, ou à La Réunion, pas loin. Le marché de Madagascar est très tentant, mais les normes y sont terribles. Donc il faut vraiment importer des fruits et légumes de Madagascar, c'est compliqué. Mais on peut y arriver, on peut y arriver. Donc, simplement pour dire, alors il y a des différentiels. Je pense que la situation que je décris, Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane, c'est à peu près la même chose.
Hein. Les problèmes de concentration, vous les trouvez dans quasiment tous les Outre-mer, quasiment tous. Hein. D'ailleurs, le groupe que je citais est dans tous les Outre-mer, avec une part de marché importante. Donc oui à l'activité régionale, il faut travailler, mais ne croyez pas pour autant que ça va être suffisant. Ce sera mieux que de n'agir que sur l'octroi de mer, je vais y revenir, mais ce ne sera pas suffisant. Et parfois, faire venir, quand vous dites que les denrées viennent de métropole, de l'Hexagone, oui et non, ils viennent du marché européen, souvent. Hein. Et donc, ce n'est pas forcément un mal. Le problème, c'est que ce soit le modèle économique on peut importer des très bons produits de loin à des prix tout à fait raisonnables. J'ai pu le démontrer dans un exercice. Alors, puisqu'on parle de régionalité, vous avez posé la question sur la production locale. Alors là, vous avez raison. Et là, je vais vous donner un exemple. Ce sera peut-être la seule bonne nouvelle que je vous donnerai aujourd'hui. Si vous regardez la Réunion, mais on pourrait le faire en Martinique aussi, avec le problème de la dégradation des terres, hein, avec les intrants qui ont beaucoup perturbé le superbe paysage de la Martinique ou de la Guadeloupe. Mais à la Réunion, savez-vous que vous pouvez acheter des fruits et légumes sur les marchés forains, et les Réunionnais pourraient le dire beaucoup mieux que moi, à des prix de l'ordre de 20 à 25% inférieurs aux rayons fruits et légumes de la grande distribution. C'est le seul cas. Donc ça veut dire que, on peut avoir une production locale qui s'en sort et qui pratique des prix moindres. Donc c'est donc possible. Alors la Réunion est une terre, mais comme je pense comme on pourrait le faire pour la Martinique et à la Guadeloupe, c'est une terre très riche où on a une grande richesse agricole. Est-ce que la Réunion pourrait être autosuffisante sur le plan agricole? Je ne suis pas sûr, mais elle a aujourd'hui une part de marché. La production locale au niveau des produits agricoles a une part de marché importante. Pas suffisante, mais importante. Il faudrait simplement, mais ça c'est un autre sujet, peut-être faire moins de canne à sucre et plus de culture maraîchère. Mais vous savez qu'arrêter la canne à sucre ou la réduire, ça pose des problèmes sociaux pas tristes. Mais voilà. Donc oui, on peut démontrer, il n'y a pas de fatalité, on peut démontrer que localement, on peut acheter des produits locaux, issus de la production locale, à des conditions moindres que ce qui est vendu en grande surface. Et parfois, à des conditions très similaires, voire moins chères à ce qu'on trouve en métropole. Mais il y a trop peu d'exemples comme celui-là. Et vous avez même des cas de figure où vous avez des produits, par exemple le cas des yaourts, où on va trouver des yaourts produits localement qui peuvent être trop chers par rapport à ce qu'ils devraient être. Et là, les distributeurs ne m'ont jamais convaincu. Ils me disent, mais oui, mais vous comprenez, la machine qui fait les yaourts, elle est très grosse, elle est démesurée par rapport... Oui, mais moi je rétorque, oui, c'est vrai ça. Mais l'État vous a donné les fameuses niches de défiscalisation que les industriels touchent pour compenser ce handicap. Donc il faut savoir raison garder là-dessus. Mais oui, moi je reste convaincu que le développement économique endogène peut permettre, dans les produits alimentaires, et notamment l'artisanat, ne pas oublier l'artisanat, mais j'y reviendrai, peut permettre d'avoir, comment dirais-je, une modération des prix. Mais alors évidemment, avec quelques limites, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire des aspirateurs à La Réunion, Martinique, on ne peut pas faire des comment dirais-je, des produits d'électroménager ou ce genre de choses. Non. Alors, vous m'avez posé aussi la question, y a-t-il des produits qui sont plus touchés par le différentiel de prix que d'autres? Oui, et on le voit très bien, et c'est une preuve de ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous regardez l'excellente étude de l'INSEE sur la comparaison spatiale des prix, vous vous rendez compte que le différentiel, si je prends le cas de La Réunion, de la Martinique, le plus important sur les produits alimentaires généralistes, donc 40%, 41% à la Martinique, comment dirais-je, 37% pour La Réunion. Mais quand vous regardez la ligne du dessous, qui sont les produits de consommation courante, des produits d'entretien, qu'on ne fabrique pas plus à La Réunion, et qui sont tout aussi importés, le différentiel, il descend à 7% seulement. Ça veut dire qu'on peut y arriver, parce que ça vient du même endroit. Ça a pris le même bateau. Alors pourquoi? On a 40% d'un côté. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pour vous dire que vous avez raison. Il y a des produits qui sont plus touchés que d'autres. Par exemple, les produits d'entretien, les produits cosmétiques, entretien de la maison, les détergents ou les gels douche, ce genre de choses. Vous allez trouver que ce différentiel est moindre. Mais encore une fois, ce sont des moyennes. Donc vous allez trouver
des cas de figure où c'est très important. Et alors souvent, ça c'est... Oui, produits alimentaires qui sont... Les produits alimentaires sont plus chers. Oui, oui, c'est les produits... Le différentiel de 37% que j'évoquais tout à l'heure, ou de 40% là, porte sur les produits alimentaires. Si on fait la moyenne, elle est moins importante que ça, mais elle est quand même importante. Voilà. Donc oui, tous les produits ne sont pas logés à la même enseigne, c'est le cas de le dire. Et comme ils viennent du même bateau, voire même du même conteneur, on est en droit de s'interroger. Pourquoi diable on n'a pas le même différentiel? Voilà. Alors donc, la partie... alors vous m'avez posé... je crois que j'ai répondu... ah oui, les réformes prioritaires. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je les dévoile maintenant, mais c'est peut-être l'occasion. Moi, je pense que, comme je le disais dans mon introduction, dès lors que... moi, je pense que mes rapports démontrent que ces facteurs de concentration des acteurs, de structure conglomérale et de développement excessif du concept des marges arrière, eh bien, je propose que les législateurs que vous êtes, sereinement, prennent des mesures qui seraient de nature à rebattre les cartes de l'économie des Outre-mer. Mais pour ça, il faut le faire franchement. Alors, la première mesure que je propose, et que j'ai posée dans mes rapports, c'est la limitation des parts des marchés des acteurs dans un département d'outre-mer en situation d'insularité, je vais revenir pour ça, à 25% dans quelques secteurs que ce soit. Part de marché en chiffre d'affaires et pas simplement en surface. Il y avait je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait un homme politique très colérieux qui s'appelait l'amendement M. Tiennakoun, et qui avait, à l'époque, il y a 30 ans, je crois, parlé de l'amendement Tiennakoun, mais qui portait que sur les surfaces commerciales. Moi, je pense qu'il faut limiter les parts de marché de tout acteur, quel que soit le secteur, à 25%. Alors pourquoi 25%? Parce qu'il ne faut pas que 2 acteurs à eux seuls possèdent plus de 50% du marché. Et cette mesure, si vous la prenez, vous changez la vie de vos compatriotes ultramarins. Pourquoi? Parce que moi, je propose, ça peut être un amendement du Code du commerce, une ligne, un article, mais qui est rétroactif. C'est-à-dire que quand si le Parlement décide de cette mesure, du jour au lendemain, il faudra que les groupes qui ont plus de 25% décident de vendre la partie en trop. Et du jour au lendemain, il faudra accompagner ça avec des mesures objectives qui pourraient être faites par les différents observatoires locaux, le PMR par exemple ou d'autres. Du jour au lendemain, vous rebattez les cartes. Deuxième mesure, je pense que toujours dans les départements d'outre-mer en situation d'insularité, il faut interdire la structure verticalisée des groupes et des acteurs économiques. Autrement dit, vous ne pouvez pas être distributeur et également industriel local. C'est l'un ou l'autre. Pour éviter justement ce mélange des genres qui fait qu'un acteur de l'industrie, de la distribution, va favoriser ses produits dont il est le propriétaire au détriment des autres. Chez nous aussi. Pardon? Chez nous aussi, on devrait pouvoir faire ça. En métropole, oui, vous avez raison. Parce que moi, je ne suis pas d'outre-mer. Alors j'ai peur que la Commission européenne vous l'interdise, et alors vous allez me dire, elle va l'interdire en outre-mer. Non, je travaille beaucoup avec la Commission européenne. Non, parce qu'il y a des raisons objectives de le faire. On peut tout à fait convaincre. Au même titre, prenons l'exemple de l'octroi de mer. L'octroi de mer aurait dû être censuré par la Commission. Elle ne l'a pas censuré. Parce que vous avez, quand je dis vous avez expliqué à la Commission européenne qu'il y avait des raisons qui justifiaient. Sachant qu'elle vous a donné un délai, parce qu'il va falloir remettre ça sur la table dans 2 ans, l'octroi de mer. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième mesure que je propose. Alors, ces 2 mesures, évidemment, moi, dès que j'en parle, j'ai des hurlements de tous les acteurs économiques, évidemment. Pas tous, d'ailleurs, pas tous. Mais ces 2 mesures auraient pour effet de rebattre les cartes, parce que les acteurs économiques se seraient tenus de se libérer. Alors, ils ne pourront pas s'en plaindre. Parce que moi, personne ne peut se blâmer un groupe qui réussit. Si je prends l'exemple du groupe GBH qui fait un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards d'euros quand même, l'essentiel, c'est dans les Outre-mer. Donc, il n'est pas normal d'avoir
un seul groupe, si vous prenez le cas de La Réunion, qui règne sur 45% des achats du quotidien des Réunionnais. Donc ces deux mesures permettent de fixer ce cadre. Alors troisième mesure importante, il faut non pas supprimer les marges arrière, parce que là pour le coup, les armées de juristes des distributeurs viendraient se plaindre à la commission et vous serez censurés. Il faut les encadrer différemment. Et notamment faire en sorte qu'elles soient transparentes. Vous voyez, si les consommateurs ultramarins voyaient sur leur ticket de caisse, alors prix 15 €, marge arrière 8, vous voyez, ils verraient bien que les marges arrière ne leur sont pas redistribuées. Donc, transparence des marges arrière et encadrement des marges arrière pour éviter ces effets inflationnistes. Quatrième mesure qui me paraît essentielle, il faut proclamer la fin du modèle des très grandes surfaces en Outre-mer. Trop, c'est trop. Moi, je n'en veux pas aux élus locaux, mais je pense qu'il faut qu'ils comprennent que dans leur territoire, donner une autorisation d'exploitation d'un décathlon de 15 000 m², il ne faut plus faire ça. Et moi, je propose de mettre la limite, alors d'abord de prononcer le moratoire de toute autorisation, de toute nouvelle grande surface, supérieure à 2000 m². Et comme ça, pas plus de 2000 m², ce qui impose d'avoir plusieurs acteurs. Et je propose que le législateur taxe dès maintenant toute surface supérieure à 2000 m² au profit d'un fonds qui servirait au développement du commerce de proximité en Outre-mer. Voilà. Ces mesures sont structurantes, mais c'est ce qui fait l'honneur de votre mandat. Parfois, le législateur siffle la fin de la récréation et crée les conditions du pluralisme concurrentiel. Il faudra encadrer tout ça. Hein. Pardon. Prends ton micro. La notion de mètre carré, vous parlez de la distribution alimentaire. Attendez, mais 2000 m², les entrepôts, vous avez la notion de 2000 m² sur le commerce est très diversifiée. Quand on parle de 2000 m², si vous avez un entrepôt, vous avez des trucs, voilà, ça fait 2000 m², c'est rien. Est-ce que vous parlez de la vente à l'étalage commercial ou 2000 m² à toute forme d'activité? Attention, il faut... Je vais répondre. Alors, je parle bien de la surface de vente et pas de la surface de stockage. Mais par contre, je me permets de vous dire que 2000 m², c'est très important. Regardez, si vous êtes parisien ou dans une grande ville, vous n'avez pas d'hypermarché dans les grandes villes. Quand vous allez fréquenter, ce sont la plupart des supermarchés que vous avez à Paris sont de moins de 1000 m². Et on n'a pas l'impression de mourir de faim. Hein. On a même beaucoup d'offres. Donc 2000 m² impose aux acteurs d'être créatifs. Et c'est d'ailleurs la culture de vos départements d'outre-mer. Hein. Moi, Pardon ? De légiférer là. Voilà, nous devons être précis. Par exemple, je parle des véhicules. Par exemple, les surfaces de véhicules. Il faut qu'on précise les 2000 m², excepté telle chose, puisque en véhicule 2000 m², quand vous avez parqué des camions ou trucs, c'est rien. Hein? Les zones de mécanisation, de transformation, 2000 m², il faut qu'on soit précis, parce que là, on compte taper sur ça. Il faut qu'on soit très précis. Je vous rejoins, vous avez raison, il faut être précis. Mais là, vous parlez, la réparation, je parle vraiment des espaces ouverts au public. Vous voyez ? Donc, toutes les activités logistiques, effectivement, il faut là, pour le coup, il faut les exempter de cette mesure. Je parle bien
de tout ce qui relève de la grande consommation, l'alimentaire, l'équipement de la maison, l'équipement de la personne. Et croyez-moi, avec 2000 m², vous faites déjà beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai travaillé à La Réunion sur le commerce de proximité. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un commerçant créatif peut faire avec 60, 70, 120 m². Hein. On avait travaillé, j'avais accompagné une petite coopérative où avec 120 m², on avait toute la poésie de La Réunion avec des produits locaux, des petits gâteaux, des choses qui venaient de 100 mètres, vous voyez. Donc non, 2000 m², c'est beaucoup quand même. Mais je suis d'accord, il faut ne pas perturber les activités logistiques qui sont très importantes. Mais là encore, vous savez, les très très gros, moi je préférais des entrepôts logistiques énormes, mais partagés entre plein de petits, plutôt que des énormes entrepôts qui appartiennent aux mêmes propriétaires. OK pour la logistique, mais partagée. Voilà. Avant de laisser la parole à Hakim Elouli, j'aimerais revenir sur la notion de produits qui ne seraient pas propres à la consommation. Il ne faut pas oublier que vous avez des accords commerciaux régulés par les normes et des équivalences européennes. La vanille, par exemple, la vanille de Madagascar vient d'être acceptée sur le marché européen avec des taux de nicotine tolérables à 0,3 mg par kilo. Elle vient inonder le marché réunionnais et est on va dire, un concurrent parce qu'elle est produite. Il ne faut pas oublier aussi les coûts de production. Vous allez payer un ouvrier à La Réunion, vous n'allez pas le payer au même prix que vous allez payer un ouvrier à Madagascar. Je prends le cas des crevettes, des gambas de Madagascar qui sont vendues sur le marché hexagonal. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que ces crevettes de Madagascar qui sont conditionnées en Bretagne sont revendues à Mayotte conditionnées en Bretagne et que Mayotte ne peut pas en importer de Madagascar parce que les accords commerciaux ne prévoient pas que Mayotte en importe directement. Donc il faut vraiment être très prudent lorsqu'on parle de produits. Il ne faut pas non plus mettre dans la tête des ultramarins que des produits qui arriveraient d'un endroit proche, de la région proche, ne seraient pas comestibles. Et vous avez énormément d'exemples, notamment aussi sur les produits qui arrivent, la matière première, les céréales qui arrivent de l'Europe, qui arrivent à La Réunion et puis qui vont à l'île Maurice. On a le droit à La Réunion, dans l'espace européen, de vendre sous le label bio des produits transformés à l'île Maurice sous les critères de bio de l'île Maurice, alors que ces mêmes produits transformés à La Réunion n'ont pas le droit d'être vendus sous le label bio. Donc il faut être très prudent dans tout ça et ne pas... moi, j'avoue qu'il y a certains produits qui peuvent être effectivement, qui ne respectent peut-être pas certaines normes sanitaires, mais dans le cadre des marchés, il y a aussi des équivalences et nous plaidons justement, et moi je plaide pour développer ces équivalences normatives, mais tout en permettant aux territoires proches de se développer grâce à leur environnement, parce que ces taxes carbone ont un coût non négligeable. Et pour poursuivre sur le bassin océan Indien, c'est qu'avec la géopolitique mondiale, les problèmes avec les Houthis, les containers doivent contourner toute l'Afrique pour remonter jusqu'à La Réunion avec des délais d'acheminement qui sont très lents et des produits qui arrivent, notamment des produits frais, qui arrivent en limite de péremption. Donc il y a aussi un gaspillage énorme et ça, on n'en parle pas. Donc je vais laisser la parole à notre collègue Hakim Elouli. Je ne vais pas être plus long, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, mais juste un élément pour qu'on se représente aussi les choses, parce que quand on parle en mètres carrés, il faut se représenter. 15 000 mètres carrés, c'est le Stade de France. 15 000 mètres carrés, c'est le Stade de France. Et nous, les surfaces en métropole,
parce qu'on est chez nous, c'est précisé, même aux Antilles, c'est la France. En métropole, quand on a des surfaces de 7 000 à 8 000 mètres carrés, on est déjà dans des grandes surfaces, dans des mastodontes. En première couronne, Île-de-France, je parle. Hein. Les plus grosses surfaces, elles ne dépassent pas les 10 000 mètres carrés. Hein. Après, on est dans des centres commerciaux. Mais c'est les centres commerciaux, c'est des grandes surfaces en mètres carrés, mais c'est plusieurs acteurs à l'intérieur. Donc c'est juste pour ça. Et moi, je voudrais savoir, donc ma question, c'est comment vous avez calculé 2 000 mètres carrés plutôt que 3 000 ou 4 000? Parce que ce calcul, est-ce qu'il est bloqué ou est-ce que c'est autour de ça que vous avez un calcul voilà, parce que est-ce que ça a une résonance économique ou pas? Oui et non. Non, je propose cette limite. Au départ, j'étais plutôt sur 1500, mais pour éviter justement le tir de barrage des acteurs, 1500 c'était peut-être trop peu. Et cette limite de 2000 impose nécessairement des choix qui favorisent la diversité. Alors, dans l'alimentaire, mais pas que. Vous voyez ce que je veux dire en termes d'assortiment ou ce genre de choses. Donc, pour moi, ça peut être réfléchi. D'ailleurs, il peut y avoir une limite qui peut être variable selon les secteurs d'activité, par exemple. Mais je trouve que dans la distribution généraliste et même spécialisée dans les produits de grande consommation, je pense que 2000 est un socle qui impose, si j'ose dire, la créativité aux acteurs. Et surtout, qui n'est pas suffisant pour créer une position dominante locale. Mais votre comparaison est très intéressante par rapport à de France, parce qu'effectivement, on s'en étonne plus, mais moi je suis sidéré notamment de ce qui a été entrepris en termes de rénovation du foncier commercial à La Réunion. Mais vous avez là des standards d'équipement qui sont ceux qu'on trouve dans les centres commerciaux les plus chers d'Europe. Donc ça paraît excessif, quoi. Evelyne Corbière-Menzo. Merci Madame la Présidente. Bonjour et merci pour la présentation que vous venez de faire. Donc, moi, je suis sénatrice de La Réunion et je vous remercie vraiment pour cette analyse fine que vous nous avez faite et les propositions qui sont, somme toute, courageuses, j'ai envie de dire, au vu du passé long de domination en fait de notre marché économique outre-mer. Alors j'avais juste plusieurs questions, mais au fil de votre présentation vous y avez répondu déjà. La question qui me reste encore un peu sur les bras, ce serait celle, toujours sur le sujet de la vie chère, qui est un sujet régulièrement évoqué dans nos collectivités, et dernièrement, le 7 novembre, en assemblée plénière du Conseil régional, où encore une fois, une motion sur la vie chère a été proposée. Dans cette motion, il était proposé de sanctionner les opérateurs économiques refusant la communication de leurs comptes annuels, puisqu'il apparaît que dans nos textes, les mesures, les sanctions sont dérisoires. On est à 1 500 € ou 3 000 € d'amende en cas de récidive, en cas de non-présentation, non-communication de ces comptes. Je voulais avoir votre avis sur ce sujet. Je ne vous cache pas que mon avis il est déjà assez forgé en la matière, puisque je vis au quotidien l'injustice de la vie chère comme tous mes compatriotes. J'avais un autre sujet sur lequel je voulais quand même attirer votre attention. Il est vrai que sur les marchés forains, les prix sont inférieurs à ce qui est présenté dans les grandes surfaces. Mais le chiffre que vous n'avez pas évoqué, c'est celui de la grande pauvreté à La Réunion. Il y a 37% de la population qui vit en dessous du seuil de la pauvreté. C'est dire que les familles vivent à crédit et que dans ces conditions, on n'a pas d'argent liquide. Et donc, sans monnaie, sans espèces, il n'est pas possible d'aller sur les marchés forains et bénéficier de ces prix qui sont fort intéressants, il est vrai. Du coup, les familles vivent à crédit, s'endettent et font le jeu de la grande distribution qui font les prix. Un autre point, c'est aussi
aussi, vous l'avez dit, comme ces grands distributeurs possèdent de larges parts du marché, ils contrôlent aussi, finalement, ils ont la main mise sur la production locale. Et cette production est aussi captée par la grande distribution et revendue à des prix effectivement prohibitifs en grande surface. Donc il y a aussi, en fait, c'est toute une économie, quand bien même on approche l'autosuffisance alimentaire, on est loin du compte. Et en parallèle, du coup, la production de canne à sucre, l'industrie de la canne à sucre est un peu un rempart pour nos producteurs et nos agriculteurs à La Réunion, puisqu'il faut savoir que la canne à sucre est subventionnée par l'Europe, ce qui n'est pas le cas de la production maraîchère. Donc voilà, c'est juste les choses que je voulais apporter. Vous dire aussi que la limitation des parts de marché des acteurs à 25% de leur chiffre d'affaires, ce serait une mesure qui viendrait rompre radicalement avec l'économie ultramarine postcoloniale héritée de la Compagnie des Indes orientales. Et donc une mesure fort courageuse. Merci à vous. Alors, non, vous avez hélas raison. Alors, effectivement, on ne peut pas analyser pas le sentiment, mais la réalité de la vie chère pour nos compatriotes ultramarins, sans parler des revenus. C'est un autre sujet. Alors, évidemment, avec le sujet de la surrémunération, mais je serai intarissable là-dessus, mais ce n'est pas forcément le lieu, le moment. Alors, pour répondre à votre question, vous avez évidemment raison. Et d'ailleurs, sur la transparence et l'obligation de déclaration des comptes, aucun, quand j'ai fait mes rapports, aucun acteur de la distribution, je les ai tous interrogés, y compris le groupe Ayotte, ne déclare ses comptes. Vous avez voté des lois, enfin pas vous, mais le Parlement, et effectivement préfère, d'ailleurs quand il la paye, payer l'amende ridicule. Alors, mais moi je pense qu'il faut aller plus loin. Alors oui, il faut non seulement, parce que si vous prenez le groupe Ayotte, rien qu'à La Réunion, le groupe Ayotte a 52 entreprises différentes. Je me mets à la place du commissaire aux comptes, ça doit être Moi-même, je me suis plongé, quand bien même ils pluraient leur compte, on aurait beaucoup de mal à trouver où se trouve la marge arrière. Vous voyez, à quel endroit elle a été facturée. Bon. Et de la remettre au bon endroit. Bon. Donc il faut effectivement imposer, comment dirais-je, la transparence, notamment sur les marges arrière, mais il faut à la fois modifier le code du commerce en expliquant qu'est-ce qu'on doit communiquer, typiquement la distribution. Moi, j'ai pu reconstituer les chiffres d'affaires. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mes rapports, j'ai réussi à essayer de convaincre les acteurs de me donner les chiffres d'affaires de leur magasin. Tous me l'ont fait donner, sauf un, le groupe Ayotte. C'est un grand classique, ça. Mais j'ai pu les reconstituer d'une autre façon, je pourrais vous le dire. Donc, il ne faut pas simplement les comptes des entreprises dans lesquelles on peut ne pas voir les choses. Il faut avoir une transparence sur le système des marges arrière. Voilà. Il faut qu'on les voit, ces marges arrière, où elles se trouvent, quelles qu'elles soient. Parce que vous savez, il y a une chose que les acteurs économiques ne supportent pas, et là, vous avez, vous, le législateur à l'initiative, ils n'aiment pas bien devoir justifier une marge qu'ils n'ont pas redistribuée. Donc, il faut... vous voyez, moi, je rêve de l'affichage sur le ticket de caisse de ces marges. Vous voyez. Donc, on pourrait instituer une obligation non seulement de déclaration des comptes avec une démarche dissuasive, il faut aller plus loin dans la nature des informations à fournir, notamment sur la partie des marges, et en particulier marge arrière. Et il faut surtout donner des pouvoirs d'enquête aux acteurs locaux. Moi, je vais vous le dire, alors je sais que ce n'est pas politiquement correct, mais je suis devant le législateur, donc je me dois de lui dire la vérité, même si on n'est pas dans une commission d'enquête. À plusieurs reprises, mon dernier rapport, que vous avez peut-être vu, Madame la sénatrice, quand j'ai fait mon rapport sur le bilan de l'opération de rachat par le groupe Ayotte de Vendémia, il y a 10 pages, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, où j'explique des infractions en matière d'atteinte à la concurrence. Ce rapport est public. Je m'étonne que les services du pôle C de l'État à La Réunion n'aient toujours pas enquêté. Donc vous avez là parce que vous avez déjà des lois qui permettraient. Vous voyez, par exemple, j'ai démontré
que, en particulier, excusez-moi de le citer, c'est dans mon rapport, il est public, les rapports que j'ai rendus à l'OPMR, où je montre combien le groupe Ayotte qui possède la société Sorelais qui produit les yaourts sous la marque Danone à La Réunion. Il y a un concurrent à La Réunion qui est Silam, qui est le groupe agricole qui produit des yaourts sur la marque Yoplait. Je suis allé mesurer, en utilisant d'ailleurs un jeune réunionnais que j'ai payé pour qu'il mesure avec son mètre les mètres linéaires. Donc, la production locale de yaourt, et c'est intéressant que vous ayez ça pour ce qui concerne Silam, je parle sous votre contrôle, la marque Yoplait a beaucoup plus de références produits que la marque Danone. Donc, elle a mécaniquement une part de marché plus importante que Danone. Donc, nous sommes allés faire des mesures sur le mètre linéaire accordé à la marque Danone et Yoplait, dans tous les magasins, donc Leclerc, Système U, Intermarché, Auchan et Carrefour. Et c'est dans mon rapport, tout ça. Quasiment dans toutes les enseignes, on a 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de linéaire accordé à la marque Yoplait, et 1 tiers pour la marque Danone. Chez Carrefour, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc vous voyez bien que là, vous avez une infraction et une atteinte caractérisée à la concurrence. Puisque c'est le même acteur qui possède l'usine qui produit yaourt Danone et qui possède les magasins Carrefour. Le problème, et donc je suis allé voir, et d'ailleurs, les industriels dont je ne citerai pas le nom, parce qu'ils ont peur. Hein. D'ailleurs, quand j'ai fait mes entretiens, ça devait être dans un endroit secret. Enfin bref, je ne pouvais pas citer personne pour vous dire Et j'ai calculé, moi, le préjudice de Silam, l'usine locale, n'est-ce pas, de cette distorsion, puisque si Carrefour avait 17% de part de marché avant l'absorption de Vendémia, le préjudice ne porterait que sur 17%, mais là, il porte sur 40% du marché. Donc, vous voyez bien que là, vous avez un producteur local qui est victime d'un comportement qu'on appelle une atteinte à la concurrence. Et donc, ça devrait être relevé par les services d'ADG. Ça ne l'a pas été. Justement, vous avez répondu en partie à la question, c'était sur les OPMR. Est-ce qu'ils jouent bien leur rôle dans chaque outre-mer? Puisque vous venez d'évoquer, vous avez remis votre rapport à l'OPMR de La Réunion. Parallèlement aussi, l'autorité de la concurrence et la DGCCRF sont-ils suffisamment efficaces sur ces territoires? Et pour rester à La Réunion, il y a des supermarchés Run Market qui ont été rachetés par un groupe mauricien. A-t-il mis en place des stratégies commerciales différentes et y a-t-il vraiment un différentiel de prix entre les deux enseignes? Alors vous allez pouvoir voir l'importance d'être indépendant dans ce monde. Hein. Alors, sur votre question sur les OPMR, alors je ne vais pas dire du mal des OPMR puisque c'est pour eux que j'ai fait ces rapports. Moi, je vais vous dire ce qui pose problème. Le problème de l'OPMR, et vous, le législateur, vous aviez précisé ça dans votre loi qui instaure les OPMR. Vous avez eu, et je ne le fais pas par flagornerie, vous avez eu l'intelligence et la sagesse de confier la responsabilité des OPMR non pas au préfet, mais à la Chambre régionale des comptes. Tous les présidents d'OPMR doivent être des magistrats de la Cour des comptes. Mais malheureusement, et j'ai vécu ça, hein, ça va faire hurler ce que je vais dire, mais je vais vous le dire puisque je suis devant vous. Moi-même, en tant que rapporteur de différents rapports de l'OPMR, on voit bien que c'est le préfet qui décide de tout, y compris quand il demande au rapporteur que je suis de ne pas aborder certaines questions. Il m'est arrivé de dire, enfin pas directement, mais indirectement, à un secrétaire général aux affaires régionales, de dire mon client, c'est le président de l'OPMR qui est un magistrat de la Cour des comptes. Et en vertu de la séparation des pouvoirs, c'est bien lui qui me dira ce que je dois faire ou ne pas faire. Donc, tant que l'on laissera les préfets décider du sort des OPMR, on aura ce qui se passe.
Donc les OPMR, c'est une très belle mesure que vous avez prise il y a, je ne sais plus quelle loi, mais il ne fonctionne... Enfin, le seul qui fonctionne à peu près bien, alors j'ai beau de le dire, c'est celui de La Réunion. La plupart des OPMR, mais pour vous donner une idée, l'OPMR, le président de l'OPMR, il ne peut pas diligenter une étude sans l'accord du préfet, qui lui tient les cordons de la bourse. C'est pas normal. Donc il faut... est-ce que les OPMR fonctionnent bien? Non. Est-ce que c'est de leur faute? Non plus. Ils n'ont ni les moyens. Moi, quand j'ai été mandaté par l'OPMR pour faire mes études, quand je demandais... Alors, tous les acteurs m'ont reçu, y compris le groupe Ayotte. Mais quand je demande des informations pour exercer mon rôle... il m'a fallu 3 ans pour convaincre les autres, et je n'ai jamais convaincu le groupe Ayotte de donner moins d'informations économiques. Donc, il faut donner à l'OPMR 2 choses. Il faut couper le cordon ombilical. Il faut arrêter de voir les préfets qui s'ingèrent dans les fonctionnements de l'OPMR, qui est contraire à votre loi, entre parenthèses. Il faut leur doter d'un budget qui est géré non pas par le préfet, mais par le président de l'OPMR. Et il faut leur donner des pouvoirs d'enquête, c'est-à-dire l'obligation des acteurs de répondre à l'OPMR. Quand vous êtes l'autorité de la concurrence, vous ne pouvez pas ne pas donner l'information, sinon vous avez une amende. Vous pouvez même être condamné si vous ne répondez pas. Donc c'est ça ce qu'il faut faire. Mais surtout, couper le cordon ombilical avec l'État. Et d'ailleurs, c'est pas, encore une fois, c'est pas normal. Alors moi, j'ai pas cédé à ces pressions. Et je n'aurais d'ailleurs pas accepté de rendre mon rapport si on m'avait demandé, fût-ce demandé par le préfet lui-même, que ne figure pas un chapitre. Et c'est pourtant ce qu'on m'a demandé. Bon. Donc voilà, donc ça, je pense que... et donc les OPMR, pour moi, il faut renforcer, il faut leur donner... Alors, pour vous donner une idée, faire des rapports pour l'OPMR, c'est quasiment un sacerdoce. Les montants payés, moi pour vous donner une idée, je vais être très transparent, le dernier rapport que j'ai rendu à l'OPMR de La Réunion a coûté à l'OPMR à peu près 25 000 euros, je crois, ou 26 000 euros, et j'y ai passé 8 mois. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Je l'ai fait parce que je pense que c'était important de le faire. J'ai pas gagné ma vie, mais il faut le faire. Donc il faut les doter de... et ceci est fait par appel d'offres en plus. Donc il faut les doter de moyens financiers plus importants. Je crois que le budget de l'OPMR La Réunion, c'est même pas 100 000 euros. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 100 000 euros dans une année? Vous ne pouvez pas faire d'études. Pouvoir d'enquête, qui revient à la question que vous avez posée sur les comptes, et vraiment instituer l'impossibilité pour le préfet de décider du sort de l'OPMR. Alors que pour l'instant, vous savez, ça ressemble à l'époque coloniale, où vous avez des comportements, enfin, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous avez des comportements de l'autorité préfectorale dans les Outre-mer qui ressemblent un peu, parfois, à ce qui existait du temps des colonies, n'est-ce pas? Le préfet, le représentant de l'État, et l'exécutif régional doit pouvoir aussi, et les OPMR, si vous les dotez de moyens. Alors, malheureusement, pour répondre à votre question sur... alors, j'ai fait un rapport là-dessus. Je crois que c'est une catastrophe économique. Je pèse mes mots quand je vous dis ça. Le fait... Donc, moi, j'ai rendu 2 rapports sur cette affaire de rachat par le groupe Ayotte de groupe Vindémia. Alors, pour la petite histoire... à l'époque, parce qu'on m'a confié un rapport, avant que cette opération se fasse, le président de l'OPMR de La Réunion souhaitait avoir une étude d'impact de cette opération sur l'économie réunionnaise. Donc j'ai accepté de faire ce premier rapport. Nous sommes en 2020. L'autorité de la concurrence, vous allez voir, je vais répondre à votre question. L'autorité de la concurrence est saisie en même moment que moi, à quelques semaines de... L'autorité de la concurrence refusera de me voir. Donc moi, j'ai rendu mon rapport en fin 2020 et j'ai conclu sur le fait que cette opération ne pouvait absolument pas être autorisée parce que pour moi, elle entrait typiquement dans les atteintes à la concurrence donc moi, je ne suis pas l'autorité de la concurrence qui est souveraine. L'autorité de la concurrence a fait l'inverse. Elle a autorisé cette opération. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle l'a autorisée quand l'autorité de la concurrence est saisie d'une opération de concentration. Elle a 2 voies, la voie rapide, la voie de l'examen approfondi. Cette opération s'est décidée par la voie rapide. Alors même que tous les élus locaux de l'île, sur ma suggestion, avaient demandé
au ministre de l'économie de l'époque, un certain Bruno Le Maire, d'exercer son droit d'imposer à l'autorité de la concurrence de faire un examen approfondi. On parle d'une opération qui portait sur 900 millions d'euros, qui a été fait avec la voie rapide. Bon, donc c'est pour vous donner une idée. Donc, moi, j'avais déconseillé cette opération. Et pour revenir à votre question, puisque pour rappeler les magasins Ron Market est un acteur qui est né de cette fusion et qui a en fait pris le contrôle de 4 hypermarchés qui était la solution proposée par le groupe Ayotte pour régler les problèmes d'atteinte à la concurrence. Au moment où le groupe Ayotte notifie son opération de rachat de Vendémia, et pour la petite histoire, je n'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, imaginez qu'en métropole, comment dirais-je, Intermarché, numéro 3 de la distribution, rachète Carrefour. Ce serait des hurlements. Personne n'autoriserait ça. C'est ce qui s'est passé à La Réunion. Le numéro 2, au moment de cette opération, le groupe Ayotte n'a que 17% de part de marché. C'est d'ailleurs le seul secteur où il a moins de 40%. C'est le seul. Il a 17%. Maintenant, il en a 37%. Bon. Donc, au moment où il notifie cette opération, pour répondre à votre question, il propose lui-même à l'autorité de la concurrence de dire je sais que c'est une opération de concentration dominante, je vais donc vendre 4 hypermarchés. Alors, tout le monde a considéré que 4 hypermarchés, c'est quand même beaucoup. Et la thèse du groupe Ayotte était de dire ces 4 hypermarchés vont être vendus à un acteur qu'il a trouvé lui-même, Ron Market, la société qui a fait c'est Mac Distribution avec l'enseigne Ron Market. Et l'idée, c'était de dire c'est formidable, la vente de ces 4 hypermarchés va neutraliser les atteintes à la concurrence, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en plus de ça, disait le groupe Ayotte, il va y avoir plus de concurrence avant qu'après l'opération. Dans mon rapport, je reconnais que je n'ai pas été très vite, je disais mais pas du tout. Ces 4 hypermarchés sont ceux dont le groupe Ayotte n'a pas besoin et sont ceux qui seront les plus exposés à la concurrence frontale des 2 futurs leaders, Carrefour et Leclerc. Et j'avais prédit, vous en êtes témoin, Madame la sénatrice, j'avais prévu en 2020 que cette société pourrait disparaître. Et malheureusement, je ne m'étais pas trompé. Cette société a connu de très graves difficultés. 150 emplois ont été supprimés déjà. Et Ron Market était au bord du dépôt de bilan en 2022. D'accord ? Et j'avais expliqué dans mon rapport de 2020 à l'autorité de la concurrence que qu'est-ce qui allait se passer ? Cet acteur ne serait pas l'acteur qui développerait la concurrence parce qu'il va s'affaiblir et il aurait les plus grandes difficultés quand vous sortez 4 hypermarchés d'un ensemble de 8, que vous déséquilibrez ça sans composante logistique. J'ai dit qu'au contraire de régler le problème de la concentration, cet acteur va connaître de grandes difficultés, son chiffre d'affaires va baisser, au profit de qui ? De l'acteur dominant. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Donc voilà un exemple où mon rapport, vous pouvez aller le voir, 2020 disait ça. Il s'est passé ça, j'en ai refait un en 2022 à la demande de l'OPMR pour faire le bilan de l'opération. Et le bilan de l'opération, et là vous avez une atteinte au droit de la concurrence parce que l'autorité de la concurrence ne peut autoriser une opération que si elle neutralise les effets de l'atteinte à la concurrence. Or là, le texte de la décision de l'autorité de la concurrence, c'est de dire c'est la vente de ces 4 hypermarchés qui est à l'origine de ce remède aux atteintes à la concurrence. La réalité, c'est que le remède s'est retourné contre le mal qu'il entendait, auquel il entendait remédier. Et cette société a perdu 45% de son chiffre d'affaires. Au profit de qui ? Du groupe Carrefour, enfin de Ayotte et Leclerc. Et donc, en gros, le système était encore plus concentré avant qu'après. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que vous dites ? En 2022, la société est au bord du dépôt de bilan. D'ailleurs, elle n'a survécu que par le fait qu'un groupe, tenez-vous bien, parce que ça aussi, il faut que vous sachiez ça, un groupe mauricien, j'ai rien contre les groupes mauriciens, qui a pris le contrôle de Make Distribution possédant Ron Market par 40 millions
d'abandon de créances publiques. Ce qui, pour moi, est totalement inadmissible. Et ça, on en parlait, 40 millions d'abandon de créances. Je suis sûr que les Réunionnais auraient fait un meilleur usage de ces 40 millions pour développer l'économie locale. Et donc, pour répondre à votre question, Madame la Présidente, eh bien, ces magasins, alors, ils n'ont pas été rachetés, en fait, par le groupe IBEL, le groupe mauricien. Ils ont été plus prudents que ça. Ils ont pris 50% des parts de la société Mac Distribution qui possède ces 4 hypermarchés. Donc, ils pourraient repartir. Et là, je persiste et je signe. Cette société est encore en difficulté, même si elle est maintenant sur le... mais elle est encore en difficulté, alors même que l'État lui a cédé 40 millions d'abandon de créances. Et donc, pour répondre à votre question, est-ce que IBL a changé la stratégie? Eh bien non, Madame la Présidente. C'est bien ça qui est terrible. Parce qu'IBL est un acteur très important de la distribution africaine. Donc on se serait dit, ben voilà une très belle opportunité pour que le groupe IBL fasse bénéficier les Réunionnais de denrées venant de marchés. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ils ont repris exactement, et vous savez ce que disait Einstein, les mêmes causes produisant les mêmes effets. La situation d'Euron Market est toujours en difficulté, le sera de façon structurelle. Mais tout ça avec l'argent public. Donc vous vous rendez compte de l'excès où on en vient. Je parle devant des représentants, comment dirais-je, du peuple français. L'argent public a servi à un groupe mauricien à reprendre à bas coût une entreprise. Alors même, et j'en avais parlé d'ailleurs avec la présidente de région, Madame Huguette Bello, qui s'était intéressée à mes rapports, et elle m'avait posé la question, est-ce qu'il y a une alternative locale? Oui, elle existait, l'alternative locale. Mais vous savez pourquoi elle ne s'est pas manifestée? Parce que, à l'époque où ils ont voulu se manifester, ils n'avaient pas anticipé de tels abandons de créances. Donc c'était trop cher pour eux. Et là, je pense que la responsabilité de l'État local, je pense que ça mériterait une commission d'enquête sur ce sujet-là. Parce que vraiment là, il y a des pratiques qui sont quand même... Donc, pour répondre à votre question, non, le groupe IBEL n'a pas changé la stratégie. D'ailleurs, le propriétaire... Alors, il faut rappeler que le propriétaire avant, c'était un propriétaire agricole, de propriétaire de terres où on cultive la canne à sucre, si je ne m'abuse, le groupe Adrien Bellier, si je ne m'abuse, c'est ça, qui a perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Et donc, la direction précédente que j'avais entendue dans le cadre de mon rapport avait signé un accord avec Intermarché et il continue à vendre des produits de marque Intermarché dans ses magasins. Donc, l'arrivée d'un acteur mauricien avec une grande expérience locale ne s'est pas accompagnée d'un changement de la stratégie. Et c'est ce qui, à mon avis, explique encore les problèmes structuraux. Donc vous voyez que dans ce qu'on peut dire de ça, c'est que moi j'ai mal pour les Réunionnais parce que moi, je ne suis qu'un analyste, je crois avoir fait mon travail le mieux possible. J'ai rendu 2 rapports où tout ce qui s'est passé était prévu 2 ans avant. L'autorité de concurrence prend une décision contraire et autorise cette opération. Le Conseil d'État ne va même pas réformer la décision. Alors même qu'entre-temps, le remède se casse la figure. Et pour moi, il y a une atteinte au droit de la concurrence en Outre-mer. Encore une spécificité de l'économie de comptoir. Il faut donc réformer le code de la concurrence pour l'outre-mer. Et j'ai oublié de vous donner cette recommandation. Il faut créer une structure locale qui instruit les opérations de concentration. Et je pense qu'il faut là aussi couper le cordon ombilical entre l'État et l'autorité de la concurrence. Vous savez que l'autorité de la concurrence n'est pas c'est une structure administrative. Et j'ai peur de vous dire que la décision de l'autorité de la concurrence statuant sur l'opération de rachat par le groupe GBH de Vendémia est une décision d'ordre politique. Et je pèse mes mots en vous disant ça. Et tout est dans mes rapports publics. Evelyne Corbière.
Oui, merci, merci de cette analyse. Je voulais juste faire le lien avec votre introduction en début de cette audition, où vous parliez de la force de travail, de la valeur du travail, de l'héritage historique de cette société, de cette économie, dont vous dites que c'est encore une économie de comptoir. Vous parliez de l'abolition de l'esclavage, qui avait permis donc la libération des travailleurs, mais que les esclavagistes avaient été affranchis. Je voulais relier cette histoire, avaient été indemnisés, pardon. Je voulais relier cet épisode de l'histoire à ce qui se passe dans des sociétés où on a des monopoles ou des duopoles, comme c'est le cas à La Réunion, pour ramener tout ça au travail. Parce qu'on ne s'explique pas non plus le taux de chômage important à La Réunion, de 18%. Et c'est vrai que quand on a un même patron qui a autant d'enseignes, qui fait la pluie et le beau temps, qui décide des salaires, des évolutions de salaire, des évolutions de carrière, ça a aussi un impact sur l'espérance que les travailleurs peuvent avoir au quotidien, et ça a aussi, je pense, un impact sur le visage du marché du travail. Donc je voulais vraiment le relier à ça, parce que très souvent on est taxé quelque part de ne pas avoir envie, de paresseux même parfois, de ne pas vouloir aller chercher du travail, mais la réalité c'est que il y a peu de patrons, et toujours les mêmes, pour un travail peu valorisé, avec peu d'espoir d'être valorisé aussi. Si je puis me permettre, Madame la Présidente, avec votre permission, un commentaire. Vous avez raison. J'avais remarqué d'ailleurs que pour le groupe Ayotte, le management, il y avait peu de Réunionnais au management du groupe Ayotte à La Réunion, je parle. Et alors, je me souviens que à l'époque où j'ai rendu mes rapports, ils ont été très médiatisés. Donc, ça n'a pas été simple pour moi. Parce qu'évidemment, le groupe dont je parle a mis en cause mes rapports. Enfin, j'ai eu droit à tous les qualificatifs et noms d'oiseaux. Mais je me souviens de l'argument de ces groupes, pas que le groupe Ayotte d'ailleurs, que je qualifierais de dominant, et qui disait, mais nous faisons travailler 4000 personnes à La Réunion, ce qui est vrai. Et moi, je réponds, mais combien y aurait-il eu d'emplois s'il n'y avait pas eu un marché aussi concentré? 4 000, 8 000, 10 000, 15 000? Et j'avais démontré dans un de mes rapports où j'expliquais que quand vous prenez le petit commerce, j'avais fait quelque chose qui n'est pas qui est économique. J'avais relié le nombre d'emplois au mètre carré dans le petit commerce. Eh bien, j'avais démontré que pour une personne, pour le même mètre carré dans la grande distribution, on crée 10 emplois dans le petit commerce. Vous voyez? Donc, la question, ce n'est pas le nombre d'emplois, c'est quel aurait été le marché de l'emploi avec un modèle économique différent, avec plus d'acteurs. Vous voyez? C'est ça qu'il faut bien... Et alors, je voudrais profiter de ce que vous dites, puisqu'il y a une chose que je ne vous ai pas dite, que je pense importante, puisque c'était d'ailleurs une des questions que vous m'avez posées dans le document que vous m'avez envoyé, où vous m'avez demandé, mais que pensez-vous de l'accord signé par la collectivité territoriale de Martinique? Alors, encore une fois, avec tout le respect qu'on doit au président de cette collectivité territoriale, je suis convaincu que cet élu fait de son mieux. Mais c'est tragique, cet accord. Pourquoi c'est tragique? Parce qu'on appuie sur des mécanismes qui n'auront aucun effet. L'octroi de mer. Moi, j'ai démontré, et là je ne prends pas parti sur le plan politique, pour moi l'octroi de mer est un dispositif, quand il est bien utilisé, qui joue son rôle. Financer les collectivités, en particulier les communes, et deux, protéger la production locale. Rappelons que l'octroi de mer est une taxe qui s'ajoute à un régime de la TVA qui est très favorable à l'outre-mer. Si je prends la TVA ici en métropole, ça va de 5% dans la distribution générale, de 5% à 20%. En outre-mer, c'est 2,1% à 5% seulement. Et moi, je pense que
l'octroi de mer est une bonne mesure qu'il faut conserver, mais il faut simplement l'encadrer et aider les collectivités locales à bien utiliser cet outil. C'est un outil pour moi, l'octroi de mer, qui, je rappelle, est entre les mains des conseils régionaux. Je parle sous votre contrôle, madame la sénatrice. C'est eux qui décident des taux de recul. Et même si on peut peut-être regarder, il y a peut-être des taux qui ne sont pas forcément mis au bon endroit, mais si vous regardez, quand j'entends les grands distributeurs nous expliquer « Ah oui, c'est de la faute de l'octroi de mer », mais l'octroi de mer est quasiment nul pour les produits de grande consommation. Il n'y a pas d'octroi de mer, c'est 0 le taux. Donc on ne peut pas dire ça. Et si vous rajoutez ça avec la TVA, 2,1%, c'est donc pas ce dispositif. Donc ce que je voulais dire, c'est que cet accord, dans son préambule, l'accord signé en Martinique, se trompe de diagnostic. Il dit que les 2/3 comment dirais-je, de la cause de cette vie chère, c'est la fiscalité. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc déjà, on se trompe. Mais qu'est-ce que dit cet accord? L'État va neutraliser les taux de TVA qui sont déjà très bas, donc c'est une perte pour l'État qui ne se justifie pas. D'ailleurs, l'État, vous avez vu ce qu'a fait l'État, hein, parce que le diable se cache dans le détail. Dans l'accord, l'État se récupère cette TVA perdue sur d'autres produits. Donc le consommateur martiniquais ne va pas le voir. Hein. Mais la vérité du président de la collectivité territoriale est louable, mais encore de l'argent qui ne se justifie pas. Et alors, vous savez, ce qui me navre, c'est que cet accord est scrupuleusement ce qu'avait demandé le groupe Ayotte. Et faites-le. Le groupe Ayotte avait demandé exactement ces mesures lors de son intervention devant la commission d'enquête parlementaire, vos collègues de l'Assemblée nationale. C'est quand même incroyable. Alors que moi, je suis passé après pour dire que ce ne sont pas là les causes de la vie chère, c'est précisément l'accord qui est signé en Martinique et qui ne va bénéficier qu'aux acteurs économiques. Parce qu'aucune mesure n'est prise dans cet accord pour contrôler l'usage qui sera fait de ces réductions. Donc voilà un accord qui va peser sur les deniers de l'État, alors même que notre Premier ministre s'évertue, il a beaucoup de mérite pour trouver et pour maîtriser le déficit budgétaire. Voilà de l'argent qu'on va investir. Et pas, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas un mot dans cet accord, pas un mot sur les contrôles des engagements qui sont... Hein, il y a une phrase qui est très choquante, et moi je peux comprendre les citoyens qui disent, mais attendez, il y a une phrase, et je crois que c'est le dispositif numéro 8 de cet accord, qui précise, tenez-vous bien, hein, je cite, ouvrez les guillemets, les distributeurs feront leurs meilleurs efforts pour modérer les marges. Point. Point. Mais qui va croire ça, hein? Donc, pas de mesure de contrôle, pas de mécanisme. Donc, cet accord sera vain. Et c'est triste parce que je suis convaincu que les élus pensent faire leur travail et de bien faire, comme la plupart des élus d'ailleurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je me suis rendu compte que les études que moi j'ai faites, je ne revendique pas de nouvelles études à La Réunion, aucune de ces études n'a été faite en Martinique, aucune. Curieux, ça. Aucune. Il n'y a pas eu d'études de l'urbanisme commercial, il n'y a pas d'études, je n'ai trouvé aucune étude que j'ai faite moi sur les rapports de force concurrentielle sur la distribution en Martinique ni en Guadeloupe. Donc vous voyez, ça fait beaucoup, mesdames et messieurs les sénateurs. Le législateur doit siffler la fin de la partie. Sinon, vous êtes... je pense que les mouvements durs, il y a des victimes en Martinique, hein, ce n'est pas la première fois, vont probablement... vous allez être confrontés à d'autres crises et dans d'autres départements, parce que trop, c'est trop. Et ça fait des années moi, mes rapports, les premiers qui alertent là-dessus datent de 4 ans. Cette année, à La Réunion, le préfet a annoncé que l'an prochain, le bouclier qualité-prix subirait une augmentation du fait de l'inflation.
Il a dit qu'il s'était engagé devant les partenaires à ce que l'année 2024 soit la dernière année avec une augmentation zéro. Donc voilà, on recule pour mieux sauter. Connaissant la problématique des marges arrière, c'est presque insupportable d'entendre ça. Merci pour vos éclairages ce matin. Donc nous entrons vraiment dans le vif du sujet. Nous avons bien noté vos recommandations, notamment tous les travaux sur les marges arrière, la limitation des parts de marché. Enfin, ce sont des propositions que vous faites. Les surfaces de vente aussi, pour les rendre un peu plus à la grandeur, on va à la taille des territoires. Vous avez aussi évoqué l'idée de taxer les grandes surfaces, les OPMR, donc leur donner, on va dire, un peu plus d'autonomie, en leur donnant un budget propre, en leur donnant la possibilité d'avoir un vrai pouvoir d'enquête. Et sur l'octroi de mer, vous plaidez pour garder l'octroi de mer, qui effectivement est une source de recettes assez conséquente pour les collectivités. Cela confirme aussi l'objectif de nos travaux. Comme je vous disais, cet accord, je ne prétends pas le juger. L'important, à mon sens, c'est que le consommateur, dans l'immédiat, y voit une baisse des prix à la consommation qui sont vraiment très importantes dans certains domaines. Mais cela nous pousse aussi et nous oblige à travailler sur le fond et engager de vraies réformes structurelles. Et comme vous l'avez dit, c'est le rôle du législateur de proposer, de faire des propositions. Donc nous y attellerons et je l'espère que nous arriverons à la fin de ces missions dans plein de domaines, les produits du quotidien, l'automobile, enfin les véhicules, puisque c'est aussi un élément essentiel dans ces territoires qui ne connaissent pas de mobilité vraiment structurée. Donc l'automobile est très importante pour trouver du travail, pour se soigner. Et enfin, nous nous pencherons aussi sur tout ce qui concerne le fret, parce que nous avons aussi des contraintes de plus en plus importantes sur les taxes carburant, les taxes carbone, mais sans tenir compte que les territoires ultramarins ne peuvent pas être reliés par le train, malheureusement, et qu'elles ont des réalités et que nous devons aussi agir en fonction et prendre en considération ces réalités. Donc, nous avons un vaste chantier devant nous, mais nous l'assurerons comme d'habitude avec beaucoup de profondeur et beaucoup de détermination. Merci pour votre intervention et nous lirons avec attention tous les rapports que vous avez réalisés sur ce sujet. Eh bien, je vous en remercie beaucoup. Je m'en réjouis.